Salut à tous, bienvenue sur Link Up. Moi, c'est Monia et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une toute nouvelle émission où on va à la rencontre de personnalités inspirantes. C'est vraiment une conversation de créative à créative où on plonge directement dans les histoires de nos invités. On va essayer de lever le voile un peu sur leurs ambitions, les défis, les différents challenges et finalement tous ces moments décisifs qui font d'eux qui ils sont aujourd'hui. Donc ça va être des sujets variés, de l'actualité, les coulisses un peu de leur parcours, des petits insights, des tips, des conseils qui font d'eux la personnalité unique qu'ils sont. Parce qu'en fait, je suis convaincue que derrière chaque création, il y a souvent une très belle histoire. Et c'est ce qu'on veut raconter sur Link Up. Du coup, sans plus tarder, abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucun épisode. Et c'est parti pour le premier épisode de Link Up avec KR. Salut KR, Salut Monia. Écoute, je suis ravie de t'accueillir pour le premier épisode de Link Up. Moi, ça me fait plaisir aussi. Franchement, plaisir, sachant que tu es un pionnier de la culture urbaine, notamment parce que tu as été membre du groupe Starflame Ouais. et dont vous avez été quand même disque d'or avec l'album Survivant en 2001 Oui. et disque de platine pour le single La Sonora. La Sonora. Sonora, Ouais. Il y a plein de gens qui font l'erreur. Hein. La Sonora disque de platine. Ouais. Et c'est pas fini, c'est que même donc en 2016, votre spectacle a été salué aux Octaves de la musique. Tout à fait. Pour Ouais. catégorie meilleur concert spectacle. Ouais, c'était pour un retour en scène qu'on avait fait en 2014. Et Mhm. donc, on a fait une tournée de 2 ans, plus ou moins, avec ce projet-là. Et on a eu effectivement cette reconnaissance, on peut dire. Mais ouais, et c'est même pas tout, parce qu'à côté d'être rappeur, tu es également, grâce à ta structure La Centrale Son, tu accompagnes les artistes émergents, notamment via des plateformes de diffusion que tu mets en place, comme je pense à la Warm-Up des Ardentes ou alors au Hubs Night. Oui, oui. Et aussi, à côté de ça, tu es aussi dans la distribution, où tu accompagnes aussi des artistes pour la distribution de leurs projets, C'est ça, oui. comme tu as pu faire avec Obi-Wan, Fast Food de Obi-Wan. Oui, oui, c'est ça, sur le projet Fast Food de Obi-Wan que j'ai distribué. Puis la Mixtape aussi que j'ai distribué. Oui, juste la mixtape Voilà. également. Et puis d'autres artistes. Ouais, et comme si tu n'avais pas cette casquette, tu es également coach scénique. Oui. Donc pour le studio des variétés, Oui. où là, tu es souvent amené à travailler avec les artistes pour la préparation de leur tournée. C'est bien ça, ouais, pour le Studio des variétés avec qui j'ai commencé cette activité-là aux environs de 2018, ouais, début 2018 avec Jean-Jacques Caballero, c'était mon premier chantier, on va Ok. dire ça comme ça. Et puis pour lequel aussi je travaille en freelance et puis pour d'autres opérations et opérateurs en Belgique et en France aussi. Ok, super. Mais du coup, en tant qu'artiste aux multiples casquettes, finalement, qu'est-ce qui t'anime dans ces différents rôles? Mais c'est avant tout rester dans le hip-hop qui est ma passion première, on va dire, si tu veux, le pourquoi, en fait, je continue à développer mes activités. C'est vraiment la passion du hip-hop qui m'a animé dès le départ, il y a, je dirais, fin des années 80, début des années 90, Mhm. à travers le graffiti en premier lieu. Et donc là, à l'heure actuelle, il y a aussi le jeu qui a changé et qui permet que la Belgique, après de nombreuses années que moi j'ai connues, qui était assez difficile pour le développement artistique dans le hip-hop et la reconnaissance même du rap, Mhm. là aussi c'est assez excitant de voir que maintenant le jeu s'est vraiment agrandi, ouvert sur la France et permet pour des artistes d'obtenir une audience très large, d'avoir même une économie qui s'est ouverte et d'avoir grâce à l'ère d'Internet aussi, d'avoir des outils qui permettent d'optimiser la création, d'aller Mhm. plus loin dans le délire, de rester toujours actif, créatif, et même maintenant, même si je suis plus sur la scène, partager ces moments-là avec des jeunes acteurs actuels, Mhm. moi, ça me permet aussi de rester vivant, en fait. Mhm. Vraiment, parce que moi, le hip-hop, c'est vraiment un truc qui m'a permis de me trouver, de me développer en tant qu'artiste, puis en tant aussi que si tu veux, même dans Ouais. la façon de voir les choses, la façon de se positionner, les relations avec les autres, etc. Enfin, tu vois, ça m'a appris Ouais, ouais. d'être au contact avec les gens, tu vois. Ça m'a Mhm. appris plein de Et choses. Ça me permet de rester vivant à l'heure actuelle.
Ouais, non, et c'est top, et ça tombe bien puisque tu justement parles de ton amour de la culture urbaine et du hip-hop, parce que je rebondis un peu sur ce que tu dis pour te poser cette autre question. Est-ce que toi, tu as toujours été 100% urbain? Est-ce que tu as testé d'autres univers musicaux ou d'autres Non, j'ai arts? vraiment testé que ça. Ok, et est-ce que c'était un choix? Pourquoi? Parce que c'est venu assez tôt vers moi. Mhm, Moi, en fait, j'ai été bercé dans un milieu où il y avait déjà de la musique, mais c'était de la musique classique. Mon père, il est musicien de musique classique, mhm, et c'est lui en fait qui, à travers les voyages, il est passé en Équateur, il a rencontré ma mère, mhm. il est là pour travailler, et voilà, ils se sont mariés. Puis moi, je suis très vite venu au monde, et donc j'ai grandi, si tu veux, entre la Belgique et l'Équateur en Amérique du Sud, dans ce milieu lié à la musique, etc. Mais je voulais absolument, je détestais en fait. Le Je classique. te jure, je détestais, voilà, C'est vrai que très tu te dis, longtemps. bon, c'était bercé dedans aussi à un Ouais. moment donné. Après, j'y suis revenu pour les samples, c'était cool. Ouais. Mais sinon, j'aimais pas. Mais si tu veux, très vite, c'est venu à moi à travers justement le graffiti. J'ai vu un film qui m'avait vraiment marqué, qui s'appelait C'est quoi? Dreams Don't Die, Les rêves ne meurent jamais. Ok, C'est on un mettra truc la qu'il y ref. avait. Ouais, je crois il est sur YouTube. On peut le voir. Et ce film-là m'avait marqué parce que je trouvais que c'était vraiment très cool de dessiner, d'écrire son nom, de se trouver un pseudo. Ça me faisait fort rêver New Oui, t'as York, été tout ça. graffeur aussi un Bah petit peu. c'est ça en Oui, fait oui, qui oui. m'a amené à m'intéresser à une culture que d'abord je ne connaissais pas sous une forme de culture, quoi, le Mhm, graffiti, et puis de voir que c'était rattaché aussi à une musique, il y avait une danse, etc., et puis toute une technologie musicale, des instruments qui sont propres, les platines, les sampleurs, etc., au mhm. fur et à mesure que j'ai grandi. Mais au tout départ, c'est vraiment le graffiti qui a été si tu veux, l'étincelle, et le rap, ça a été l'explosif, vraiment, quoi, parce Mhm. que quand j'ai découvert le rap, surtout le rap en français, hormis l'époque Benny B qui a fait que ouais, le rythme, etc., je trouvais ça cool, la déclamation, mais le rap en français, les premières cassettes que j'ai avec les Little MC, avec Assassin, Mhm. ouah, je prends une claque en fait sur le propos. Ouais. Et donc, c'est comme ça que j'y suis venu, mais ça, j'ai entre 12 et 13 ans, quoi. Mhm. Tu vois? Et Ouais, donc, ça vient très tôt. Donc, j'ai pas. C'est une époque aussi où on est confronté à d'autres musiques. ouais, ouais. Il y a les clans des gens qui écoutent surtout du rock. Mhm. Après, il y a des gens qui écoutent aussi de la musique électronique, de plus en Ouais, plus, qui ça ouais, ouais, s'affirme. ouais. Et puis, il y a ceux, et c'est assez minoritaire, ceux qui écoutent du rap. Tu Mhm. vois? Il y a aussi ceux qui écoutent du reggae, c'est un peu dans le même Pour un sac que peu ça. situer, donc là, à ce moment-là, on est dans les années 90, 90 pour les Français, c'est Ouais, ça? c'est ça, Ouais, ouais. Donc il y a vraiment ce mélange de genres, on est il y a finalement, qui longtemps. se côtoient sur. Ah. Et ouais, il y en a Mais, ça. Donc, du coup, moi, j'avais choisi la musique que j'aimais, mais j'écoutais aussi les autres mhm. musiques. Mais m'être dédié à voilà, une activité de création, c'était vraiment autour du rap et du hip-hop, parce que il y avait tout à faire, tout à construire aussi à ce moment-là, pour Mhm. moi, en tant qu'ado. Et donc, j'étais très curieux de découvrir cet univers-là, quoi, en fait. Mhm. Tu vois, c'est moins comme maintenant Ouais, où, ouais, grâce ouais. à Internet, On est au courant on quelque peut part. diguer Ouais. de ouf Mhm. et très vite passer d'un truc à l'autre Mhm. en ayant chopé énormément de références, de connaissances, etc. Là, il faut un peu choisir ce qu'on veut faire. Ouais, et puis même les acteurs, j'imagine il y avait beaucoup moins d'acteurs finalement sur la scène Ouais, et rap, puis donc ça devient tes potes, en fait. ouais, c'est ça, ouais. Et moi, Puis vous c'était mon rencontrez cas. souvent parce que c'est beaucoup de Voilà. crews aussi à Oui. l'époque, Et et c'est une donc. culture qui fonctionne, comme tu dis, en crew. Mhm. Ça veut dire qu'il y a au sein de groupes de gens qui écoutent du rap, quelqu'un qui va faire du rap, un autre qui va faire que du tag, mais celui Mhm. qui rappe, il fait aussi du graffiti. Il Mhm. y en a qui dansent, il y en a qui font des compos. Puis Et ça voilà, crée, ouais, c'est on ça. a besoin de voir les autres pour échanger Mhm. et apprendre, et aussi pour avoir des nouvelles refs, en fait. Mhm. Ça peut pas se faire sans rencontrer quelqu'un. Tu vois, à ce moment-là, c'est ça qui est Ouais. important, c'est ça la différence avec maintenant. Et donc c'est pour ça que je suis fort attaché à ça très très jeune, en Très fait, jeune, ouais, et ouais, donc je ouais. rentre dedans. Bah, du coup, revenons un petit peu finalement à tes racines, l'enfance de KR. Ouais. Et donc, comment ça s'est passé? Comment est-ce que, parce que du coup, comme tu m'expliquais, donc là, la musique, ça t'est mis très tôt via les parents. Mais maintenant, toi, dans ton parcours personnel artistique, est-ce que justement ce mix des cultures entre ben, les deux continents, quelque part, est-ce que ça a influencé tes choix pour plus tard? Est-ce que ça a influencé tes Ouais, ça a même influences? influencé Ou, ma vie dans le sens où moi j'ai grandi entre l'Équateur et la Belgique, mais vers 8-9 ans, on s'est établi ici. Mhm, Et avant ça, on faisait beaucoup d'allers-retours. mhm,
sur des périodes de 1 à 2 ans. Et à partir de 8, 9 ans, on est ici. Et puis, en fait, je parle plus vraiment espagnol. Il y a pas des vagues migratoires importantes en Belgique avec Mhm. la communauté latina, en fait, latino. Et du coup, très vite, je suis un peu coupé de tout ça. Mhm. Et c'est quand je me remets au rap, et c'est carrément ouf parce que les gens avec qui on a fait Starflame et les gens, même du graffiti ici à Liège, il y en a beaucoup qui sont de la communauté latino, en fait. Mhm. Et donc, je me rattache à mes racines avec ça, Bien. avec DJ Miguan, qui est Mhm. d'origine colombienne, son frère Jabba, qui est un graffeur de renommée mondiale, qui est de Liège, donc qui est colombien, d'origine colombienne aussi. Il y a le petit Georges Rai, qui est d'origine péruvienne. Il y Ouais. a moi, tu vois. Et Ouais. après, on rencontre les Chiliens qui sont dans d'autres vibes et tout ça. Mais Mhm. nous quatre, là, ici, se rattachent à ça. Et Miguel, il a une collection de disques incroyable. Mhm. Il sample déjà dans les premiers morceaux ce qui n'est pas encore Starflame, ce qui est plutôt H-Possi et Malfrat Linguistique. Déjà, beaucoup de musique cumbia, Ouais. du jazz, etc. Mais beaucoup de musique latine aussi dedans. Mhm. Et du coup, lui, il me remet là-dedans. C'est-à-dire qu'il me fait découvrir de la salsa new-yorkaise des années fin 80, début 90, Mhm. des gens qui sont des véritables légendes comme Hector Lavoe, Willie Colon, Gran Combo de Puerto Rico, tout ça. Il me fait des cassettes avec tout ça. Mhm. Et moi, en fait, ça me remet de l'espagnol dans les oreilles. Oui, mais que tu vas utiliser même plus Et tard. qu'après, j'utilise Ouais, sur ouais. des morceaux comme El Diablo, sur la Sonora. Mhm. Tu vois, C'est c'est même dans des ton vibes. album. Et ouais, ou dans mon album solo Ouais. qui sort en 2012, ça. Mais au départ, c'est vraiment aussi ces rencontres-là, le fait de faire du rap, de capter que le rap, c'est une musique qui est métissée, Mhm. et le fait que ça me ramène aussi à mes racines, bah, ça me réenrichit, si tu veux, de choses qui ont toujours fait partie de moi et qui, enfin, tu vois bien. On voit bien sur toutes les diasporas, il y a un moment donné, l'éloignement fait aussi qu'on se coupe un peu d'une partie de Ouais. soi. Et la musique, c'est aussi un grand vecteur De rendez-vous. de Ouais. rendez-vous, de se rattacher à ses racines. Mhm. Donc ça a fait ça chez moi aussi, ouais. Ouais. Et du coup, bah, on reste toujours dans cette enfance, jeunesse, on va dire. Donc, il y a pas mal de choses qui se passent à Liège. Et je ne sais pas si les gens le savent, mais vous avez également commencé en maison de jeunes. Ouais, le premier projet, c'est HPOSI, c'est une première formule avec les membres de Starflame, dont il y a Acro, il y a Balo, il y a DJ Miguan, il y avait DJ Sonar à l'époque, Mhm. SEG, et des gens qui venaient de Bruxelles, des gens qui venaient de Mons, qui étaient là sur un espèce de projet collectif qui s'appelait HPOSI, pour Mhm. lequel la Maison des Jeunes du Tir à Liège a eu un budget pour enregistrer un Mhm. album. C'était En votre fait, premier ça, d'ailleurs, c'est un, enfin, si tu veux, production il y a, professionnelle entre. non, Non, même pas? ouais, bah si, on peut le dire, c'est production professionnelle, c'est sorti en vinyle, Ouais. mais c'est complètement indépendant en fait. Hein, c'est Ok. vraiment un truc indépendant, piloté par une maison de jeunes. T'imagines le Ouais. truc, enregistré à la Louvière. Il y en a qui Mhm. dormaient dans la baignoire parce qu'ils Ah avaient raté ouais. le train. Enfin, tu vois, dans la baignoire du studio. Enfin, tu vois, c'était Avec rigolo quoi. putain, C'était voilà, l'auberge, c'était ouais, c'était en ambiance mode auberge dortoir. quoi. Ouais, c'est ça. Et ça sort, bah, je crois que ça sort en 90-91, un truc comme ça, si je dis Ouais. pas de bêtises. Et du coup, cette maison de jeunes-là a été un peu un point, si tu veux, ici à Liège, assez important, qui a permis à des graffeurs de venir là-bas, de faire des murs. Il y a eu un voyage à New York organisé par la Maison Ah, des ok, Jeunes, nice, où il y ouais. a justement toute cette bande-là qui Mhm. sont partis là jouer au Canada et étaient à New York. Mhm. Puis il y a eu la sortie du vinyle, et puis au bout de cette sortie du vinyle, bah, il y a la création de Malfrat Linguistique qui deviendra Starflame. Ouais, c'est Voilà. ça, hein. Ok. Et bah, du coup, revenons au KR de Starflame maintenant. Ouais. Du coup, alors déjà, première question, c'est comment est-ce que tu décrirais déjà cette approche par rapport au groupe? Donc, tu avais déjà un peu, je pense, via la culture hip-hop, voilà, l'état d'esprit de travailler en équipe, travailler en crew. Maintenant, comment est-ce que concrètement la relation s'est faite? Je sais que tu as pu déjà l'expliquer dans pas mal d'interviews, mais ce qui va être intéressant là, c'est de voir toi, ta perspective et enfin, ta vision des choses à ce moment-là, et qu'est-ce qui va te pousser à la démarche finalement d'aller te connecter aux autres et de former ce groupe et de former ces Bah, en fait, créations, on n'est quoi. pas beaucoup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas Mhm. beaucoup, donc on se connaît un peu tous et on progresse un peu tous dans le sillage de ce qui était Malfrat Linguistique. Mhm. C'est-à-dire que on fait un des moments clés aussi, c'est la première partie qu'on fait de Assassin à la Chapelle, qui est un club qui a disparu maintenant, mais on y a joué l'Enfant Pavé, moi et Nader de DSK. On avait fait une super première partie, c'était vraiment génial, je pense que avant ça, j'avais une expérience des open mic. Et Mhm. là, ça m'a vraiment donné le goût aussi de la scène.
Et finalement, en fait, le groupe évolue. Il y a DJ Sonar qui quitte le groupe, et puis l'Enfant Pavé et moi, on intègre on intègre la formation Malfra linguistique, mais il y a une envie de changer le nom, tu vois. Mhm. Et donc il y Oui. a Fred à la base qui trouve que Malfra sur le mal envers, ça fait Starflamme, et en fait, Mhm. on trouve que le nom est super efficace en fait. Ok. Ça veut rien dire, mais ça veut dire aussi un truc. Ça garde l'esprit un peu Malfra, mais Mhm. c'est mis à l'envers. Parce que moi, je connaissais l'anecdote du morceau, Ouais. mais du coup, c'était avant le morceau que vous avez décidé de changer de nom. En fait, lequel morceau? Opération Starflamme? Ouais, c'est ça. Ouais, Opération Starflamme, ça sort sur une compile bruxelloise initiée par Souterrain Productions. Mhm. Et en fait, c'est là où on lâche la première fois le nom. Le mot, ouais, et c'est le nom après alors que le Starflamme. nom, enfin, c'est après que le nom, enfin, que le titre du morceau devient, entre guillemets, le nom du groupe. Ouais, en fait, on avait trouvé le nom et puis en fait, on l'a lâché sur Ah, très sur le, vite. On a fait ce morceau-là. Ouais, ok, 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 ok. on avait d'ailleurs. C'est pour un peu c'était drôle. introduire finalement cette transition ou à cette époque, c'était pas Ouais, vraiment la c'était pour démarche. introduire un peu je pense le fait ils intégraient de nouvelles Ouais, de nouveaux artistes au sein du groupe. mhm. Et aussi c'était l'occasion de sortir sur disque le Blaze, quoi. Ouais, ouais. C'était cool. Ouais, j'avoue. C'était Et mais du coup, j'imagine que au fur et à mesure, voilà, il y a eu quand même un avant-après Survivant. Le succès arrive. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour vous? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce qu'à ce moment-là, tu arrives à te projeter dans une carrière artistique directement ou voilà, comment ça se passe? Comment ça se passe pour vous, ouais, enfin, en tant que groupe et quels sont les challenges que vous... c'est quand arrive tout ça, il y a une construction, quoi. Il y a le premier album, puis il y a des maxi, il y a un album live, il y a de plus en plus on fait appel à nous pour des grosses occasions, la première partie de Rage Against the Machine, des choses comme ça, Forêt Nationale, 2AB, Sold Out, enfin ça monte, puis finalement on aboutit à sortir le premier album, et il y a la Sonora qui porte vraiment l'album Mhm, parce que ça passe partout en radio, et mhm. on devient une figure un Incontournable. peu incontournable en Ouais. Belgique en tous les cas. Ça s'ouvre aussi un peu en France Mhm, sur des tournées qu'on fait avec Assassin, parce qu'on a toujours été très proche d'eux. mhm, Et la vie, ça change sans vraiment changer. C'est une époque quand même où les chiffres sont relativement mis en perspective. Si on les met maintenant sur des équivalents stream, c'est énorme, mais dans la réalité, étant donné les contrats d'artistes qu'on avait, étant donné mhm, aussi les cachets, etc., c'est pas quelque chose qui est hyper rentable. mhm. Donc ce qui nous anime vraiment, c'est la passion, et c'est de là aussi où il y a chez moi aussi un besoin de structuration Mhm. et envie de faire un peu des choses annexes qui me permettent de continuer à être dans le milieu du rap, mais aussi à pouvoir créer une économie un peu plus parallèle, Mhm. tu vois, sur ce qui est des ateliers, des choses ainsi. Et nos vies, en fait, on peut dire qu'elles changent à un moment donné à partir du moment où tu te dis, voilà, c'est l'occasion maintenant de pouvoir concrétiser des idées, des choses, Mhm. parce qu'on a les Ouais, moyens, puis la qu'on musique, écoutait, voilà. et que si on va demander à quelqu'un quelque chose pour faire quelque Ouais. chose, on a quand même une espèce de forme de C'est crédibilité. ça, ouais. Un Et crédit ça qui est amène, gagné, quoi. voilà, Ouais. c'est ça, ça amène des perspectives. Mais la vie, tu sais, pendant très longtemps, moi, j'ai bossé sur les marchés, par exemple, tu vois. Mhm. Et Ouais. du coup, il y a un jour, j'ai arrêté de bosser sur les marchés quand il y a quelqu'un qui a dit, t'as vu, c'est le mec qui passe sur MTV. Et là, j'ai fait, ouais, non, c'est bon, tu vois. Quel Donc, marché? le marché de la batte, Ah ouais. je faisais Bon liégeois. ah ouais, Ouais. je faisais 3 à 4 marchés par semaine. Ouais, à l'époque des jobs alimentaires. Bah ouais, c'était Mhm. ça, parce qu'il y avait le truc, j'avais pas encore le statut d'artiste, rien du tout. Ah oui, c'est le truc que vous C'était avez dû galère, faire quoi. après, finalement, le succès, quelque part. C'est-à-dire, ouais, il fallait avoir, ça a toujours été, enfin, tu vois, force à ceux qui cherchent le statut encore maintenant, parce que c'est quand même violent, pour essayer de l'avoir, c'est souvent remis en cause, mais ça, c'est une autre conversation. Mais, du coup, il fallait aussi être capable d'avoir assez enfin, tu vois, de contrats que pour pouvoir prétendre à ces choses-là. Donc, on était obligé de taffer et tout, machin. Et puis après, on l'a eu parce que, évidemment, la Sonora nous a ouvert énormément de dates. Mhm. Et donc là, ça nous a permis de faire les choses. Et du coup, je reviens à cette fameuse époque, donc 2014, où vous reformez le groupe pour Ouais. 2 concerts sold out, donc
Forêt nationale de Liège et la baie. Non, non, en 2014, donc en 2014, on revient sur scène à l'ancienne Belgique. Ah oui, pardon. En fait, on a fait le forum de Liège, mais c'était pour les 10 ans du groupe en 2002, ça. Ouais, ok. Ça, on l'a fait, c'était une soirée de ouf. Moi, j'avais tout organisé, ce truc-là. Ok. Donc, tu Du vois, coup, j'étais déjà déjà... dans la structure Ouais, moi, et tout j'étais ça. Ouais, déjà ouais, ouais. dans des Dans la mindsets comme ça. programmation, booking, Ouais, et ça j'aimais et bien. tout. Ok. J'aimais bien Ok, ce nice. côté... En fait, si tu veux, c'est paradoxal parce que moi, dans le groupe, j'avais toujours un rôle, si tu veux, où j'étais beaucoup plus en retrait. Même dans le décisionnel, dans la gestion, et même parfois, tu vois, c'était assez compétitif, nous, en fait, Mhm. comment on fonctionnait. Et c'était pas évident, parce que, tu vois, on a intégré le groupe, il y avait quand même, tu vois, des ballots, des accros, Ouais. tout ça, c'est des machines. C'est fort, tu vois, c'est vraiment eux l'identité du truc. Mhm. Et donc, arriver à faire sa place là, c'était pas super évident. Donc après, c'est pour ça que moi j'ai bien aimé aussi faire mes aventures, mes escapades en solo et de faire des trucs comme organiser en parallèle parce que je sais pas, j'avais plus les coudées libres pour pouvoir Mhm. faire des choses Ouais, ouais. par moment, tu vois. Ça c'est pour rentrer dans le cœur même du process de Ouais. Starflame, mais ça arrive, voilà. Et puis c'est des Ouais. choses qui font que Puis peut-être qu'il il te faut le temps aussi de pouvoir grandir et aller chercher à s'imposer, Mhm. si tu veux, à poser ses idées, des choses comme ça, Ouais. tu vois. C'était pas. Allez, c'était assez Puis, dis-moi dur. si je me trompe, mais aussi je pense que par exemple, par rapport à des MC de l'époque, je trouve que, enfin moi en tout cas c'est mon avis perso, par rapport aux MC d'aujourd'hui, je pense qu'il y avait aussi ce truc où il fallait tout manger. Et donc je pense que dans le genre de groupe, voilà, chaque MC avait ce besoin de Ah être la ouais, meilleure punchline, être voilà ah ouais. celui qui saigne, Mais moi, je suis enfin toujours comme ça. C'est voilà. pour ça, moi, dans le domaine dans lequel je suis maintenant, Mhm. dans ma tête, je suis ultra compétitif. Ouais, ouais, ouais. Je te jure, je Qu'aujourd'hui on a un peu suis perdu ça. bienveillant, Ouais, je suis ouais, bien tout ce que tu veux et tout ça, ouais. Mhm. mais je fais ça pour gagner. Mhm. Tu Ouais, vois, ouais, et ouais. gagner, ça veut pas dire gagner du fric. Je fais ça pour gagner, pour placer les gens avec qui je travaille, que ce soit le mieux possible pour eux, Mhm. mais qu'on reconnaisse la qualité de ce que je fais. Ok. C'est ça, Ouais, ouais, et c'est ça un c'est peu ça pour le moi gagner. maniaque. C'est C'est cool. ça, c'est ça qui m'anime, et c'est ça, moi, la compète. C'est Mhm. pour ça que j'essaye Plus envers toi-même quelque part en à fait. fond, Ouais. à fond. Ouais, ouais. Je suis hyper dur Et avec c'est pas trop moi-même. dur à... Bah si, mais Enfin, comment tu gères du coup finalement? Parce que parfois, peut-être que des gens peuvent se retrouver dans ce type de profil où, peut-être parfois la première, parce que je peux être très perfectionniste, donc je vais être très dur avec moi-même. Et souvent la compète aussi, je la vois qu'avec moi-même. Hein. J'ai du mal parfois à voir ouais. les autres. Et donc je me dis, comment est-ce que tu gères ça, en plus en étant dans un groupe? Ouais, ben ça c'est difficile parce que dans un groupe, évidemment, tu peux pas. Enfin, il faut de la place pour tout le monde, ça se Mhm. discute. Puis il y a toujours des trucs de, comment dirais-je, de gens qui prennent l'ascendant parce que tu laisses aussi la place à ça, tu vois. Voilà, Mhm. ça c'est clair. Et dans le passé, je pense que je l'ai beaucoup fait, laisser Mhm. la place, laisser les autres faire, les décider et tout ça, tu vois. Mhm. Mais très vite, après ça, en prenant de plus en plus du recul, en faisant des choses en parallèle, bah en fait, j'ai gagné si tu veux, de l'autonomie Mhm. qui m'a permis d'arriver plus en confiance sur les débats en cours, les Ouais. décisions à prendre. 2014, le retour, c'est moi qui porte tout le truc, hein. Ok. Jusqu'en 2017, j'ai fait le management et le booking de Starflame. Mhm. En parallèle des De concerts, des ouais, répètes, de ouais, l'artistique. ouais, ouais. J'ai géré les clips. Mhm. Enfin, tu vois, j'ai Ouais, trouvé on les mettra des refs personnes. d'ailleurs, ouais. Ouais. Et du Mhm. coup, j'ai fait tout ce travail-là parce que j'étais, pour moi, chercher de l'expérience, tu vois, dans Mhm. mes projets et tout, qui m'ont amené suffisamment de confiance et de connaissances que pour pouvoir m'imposer auprès de ce Ah groupe pour ouais. lequel j'ai toujours eu énormément de respect Mhm. pour les gens. C'est-à-dire que je les mettais aussi sur un piédestal. Et c'est pas évident Mhm. après d'aller essayer d'imposer, Ouais. même si elles étaient pertinentes ou parfois pas, Mhm. des idées, tu vois. Mhm. Donc c'était un peu conflictuel, mais c'est sans doute à l'intérieur de moi. C'est des trucs très Oui, psychologiques, oui, ça, oui, dont on parle. Mais c'est toujours c'est des les trucs troubles qui des m'animent. artistes, hein. Bah ouais, certainement. Mais c'est Ouais. toujours ça qui m'anime, en fait, tu vois. C'est Mhm. toujours ça qui m'anime, c'est de me dire, j'aime bien, moi, je passe ma vie non-stop à regarder des trucs, que ce soit sur Internet ou rencontrer des gens, c'est chercher de la connaissance. Mhm. Parce que plus j'en ai, plus j'ai de la confiance.
Okay. C'est-à-dire que plus je peux la partager, je peux l'utiliser, je peux travailler avec, je peux même faire de l'argent avec. Ouais. Bah ouais, C'est-à-dire faire de l'argent, ça veut dire travailler créer une avec ça économie, comme tu pour disais, créer une voilà. économie et qui me sert à amener quelque chose, un savoir-faire de qualité. Tu vois, c'est ça que je recherche en fait. Mais c'est hyper, franchement, c'est hyper intéressant et même de voir que finalement, tu as pu, par rapport au groupe, prendre le recul, te dire, bah voilà, je prends des nouvelles connaissances qui finalement vont quand même apporter quelque chose au groupe, Ouais, notamment voilà la tournée 2014. Donc je pense que c'est un peu le résultat de ça. Mais du coup, parlons d'aujourd'hui quelque part. Aujourd'hui, donc du coup, là, indéniablement, tu es un acteur incontournable de la scène urbaine en Belgique, que ce soit à travers les bookings, les coachings scéniques et tous les différents artistes belges avec qui tu as pu travailler, français et belges, avec qui tu as pu travailler. Et du coup, comment est-ce que finalement, si on prend ces 20 dernières années, comment as-tu réussi à construire cet équilibre? Est-ce que tu le ressens aujourd'hui comme un équilibre, si oui ou non? Et voilà, comment ça s'est construit et finalement, quels tips tu pourrais donner à un artiste qui, un peu comme toi, se retrouve avec multiples casquettes, multiples talents et voilà, comment trouver cet équilibre à long terme? C'est ce qu'on appelle être l'artiste entrepreneur, quoi. Et donc c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a une charge mentale qui est énorme, parce qu'il faut être à tous les postes et tout ça. Mais tu vois, moi j'ai eu le déclic vers 2003-2004 où je travaille, si tu veux, depuis ces années-là à l'Académie de Libramont. C'est une académie internationale de musique où ils reçoivent des boursiers, des gens viennent s'inscrire pour passer une semaine en immersion. On fait une espèce de masterclass. Et là, moi, j'anime un truc avec de l'écriture, de l'enregistrement. On répète et on présente un show presque de 45 minutes à 1 heure le samedi. Donc, c'est un truc de ouf. Et j'ai rencontré plein de gens. Il y avait beaucoup de professeurs qui venaient du monde du jazz. Et en fait, quand je parlais avec eux sur le temps de midi, je comprenais dans ce qu'ils me disaient qu'eux aussi, en fait, ils faisaient des tafs du style donner des cours, avoir des workshops, jouer pour un groupe, 2 groupes, avoir un projet perso, un projet de groupe en plus dans lesquels ils sont aussi immergés. Et je me suis dit, mais en fait, eux, ils fonctionnent comme nous dans le rap, quoi. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, tu vois, parce qu'on était loin, nous, même à cette époque-là, de la vie de post-streaming, post-2015-2016, où la vie, elle change, parce qu'il y a une réévaluation du décompte des streams, il y a une véritable économie qui explose, tu vois, et qui permet aux gens de très vite générer de l'argent suffisamment que pour en vivre d'une certaine manière. Et après, on en parlera. Est-ce que les streams, est-ce que ça fait vivre ou pas? Mais ça, c'est une autre conversation. Mais pour revenir à cette époque-là, je me rends compte que justement, il y a besoin d'avoir plusieurs palettes. Et donc j'ajoute à ça, donc, trouver du taf, mais autour de ce que j'aime faire, pas faire un taf alimentaire, mais aussi développer d'autres types d'activités. Donc, je fais beaucoup des ateliers de graffiti, des ateliers d'écriture, rap, mais je fais aussi du consulting pour des boîtes de com, souvent, pour lesquelles je programme des artistes pour notamment, s'ils ont besoin de breakers, s'ils ont besoin de musique, je fais du placement, des choses comme ça. Ça se passe plutôt pas mal. Et je me dis, ouais, c'est cool. Et puis après, quand je reviens sur mes propres projets, là, je mets les autres casquettes, celles des artistes entrepreneurs qui s'impliquent avec aussi gérer son studio, trouver de l'argent pour payer ça, finaliser des projets, faire la cover, parce que je fais aussi du graphisme. Donc, j'ai touché un peu à tous les postes pour, au final, me dire que le projet, en fait, il me ressemble. Là, c'est une grande satisfaction. Mais au bout du compte, je suis crevé. Je suis crevé. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi des risques de burn-out, il y a aussi et moi, je te dis, j'ai morflé parce que quand l'album il sort en 2012. C'est marrant parce que je signe d'abord sur une distribution, physique avec un label Green Elephant qui fait du jazz. Et je leur dis, ok pour la distrib, mais là, ils me demandent si j'ai des dates. Ouais, j'ai des dates. Donc je fais Couleur Café, Dour, Pelé, Esperanza, je pense que je fais aussi. Donc tout ça au moment où ça sort. Donc l'album sort le 28 juin, je crois. Ah ouais, et t'enchaînes tout l'été. Et j'enchaîne tout l'été. Donc là, et tout de suite, ils prennent le contrat de distrib, ils déchirent, ils me font un contrat de licence.
Donc c'est bien parce que moi j'avais tout payé, donc je suis tout remboursé Ouais. tout de suite de mes frais. Mhm. Donc ça c'est cool. On part, je démarre en tournée, donc tout se passe vraiment bien. Et puis alors j'ai une tournée promo qui commence septembre-octobre. Et là moi j'ai mes enfants qui naissent mais hyper prématurés. Ouais. J'ai des jumeaux, les deux Mhm. premiers. Ils naissent hyper prématurés, à 26 semaines. Je passe 3 mois à Ouais, donc il y a l'hôpital. stress personnel qui intervient en Là, tu plus. vois, j'ai Ouais, ça et ouais. je continue quand même à faire des lives. Mhm. Tu vois, mais je vis à l'hôpital pendant ce temps-là. Donc je peux te dire que j'ai vraiment morflé, mais il y a Mhm. moyen de le faire. Ouais. Et moi, ça m'a, de nouveau, la musique, là, ça m'a permis aussi de pouvoir, Mhm. tu sais, aller chercher de la force au contact des gens et tout. Mhm. Mais j'ai voulu faire, j'ai un autre album qui est prêt depuis 2015, hein, moi. Mais il est où? Bah, il est dans un tiroir. Et, Il est finalisé, masterisé, mixé et tout. J'ai tout qui est il prêt. attend quoi? Mais en fait, j'avais plus la force de porter la casquette. Ouais. J'avais plus la force de le faire pour moi. Mhm. Mais ça, est-ce que c'est pas un peu parfois parce que moi, ça résonne en moi parce que je me dis c'est peut-être une crainte que je peux avoir où je me dis si j'arrive plus à faire de la musique pour moi, c'est peut-être une partie de moi qui s'éteint. Est-ce que t'as pas eu cette crainte, t'as pas eu ce stress-là, par exemple, par Bah rapport à si, il y a ça? ça. Il y a le fait aussi on a un moment où la musique c'est vraiment vachement transformé. Donc Mhm. j'étais en mode là, here we go again, quoi. On y Ouais. retourne. Mais sauf que tout a changé. Ouais, Donc c'est je me beaucoup dis, de code. waouh, Ouais, putain, ouais. comment je fais et tout, le truc, le stream, le machin, j'y comprends que dalle, Mhm. machin. La plupart des intermédiaires avec qui je traitais changent. Il y a plein de nouveaux. Ouais. Et puis il y a beaucoup de Il labels qui faut ont les fermé connaître, aussi. tu Ouais, vois, ouais, et tout. ouais, Et alors, tu vois, le temps passe, je développe quand même mes trucs, toujours avec l'écriture et tout ça. Puis en 2017, je pars à Paris avec Sur des variétés ouais. Mhm. qui m'envoie là-bas pour me former au coaching scénique. Mhm. Et là, je rencontre plein d'artistes. Et puis, dès que je rentre dans le game du coaching scénique, Mhm. en fait, je rencontre tous les pros aussi, non Ouais. seulement les artistes, mais tous les pros Mhm. et tout l'écosystème qu'il y a autour Dans du monde de l'artiste. la musique Ouais. maintenant. Mhm. Tu vois, si j'avais pas eu ça, ben, j'aurais été complètement en décalage Ouais. par rapport même au marché. Mhm. Donc Et ça vaut mieux d'en remettre à jour. là, de nouveau, question de connaissance. Ouais, ouais. 2004, je suis fatigué, j'ai pas envie de sortir le truc, je sais pas par où commencer, j'ai pas la connaissance Mhm. du milieu. Le, le bail, Ouais. ça évolue tellement vite. Il y a les vidéos, les trucs, waouh, tout ça, tu vois. Beaucoup d'infos d'un C'est coup, ouais. beaucoup de trucs Ouais. et franchement, j'ai pas la force parce que, bah aussi, j'ai aussi un autre truc, je me sépare à ce moment-là, tu vois. J'ai Mhm. besoin de me reconstruire aussi en tant que personne. Mhm. Et je me dis, bon, j'ai déjà des choses auxquelles je dois me consacrer. Il y a des choses que je fais qui sont partie de mon travail. Ça, je vais Je fais le filtre un peu continuer. quelque Voilà, je part. fais le Ouais. filtre. Mais Ouais. maintenant, porter encore un album, tu vois, même s'il est fini, dans le marketing, dans tout ça, parce que c'est hyper nécessaire, trouver des partenaires pour le développer, pour lui donner vie. Mhm. Ah non, ça m'a fatigué, je pouvais pas, tu Écoute, vois. s'il y a des, voilà, s'il y a des partenaires Non, mais ça intéressés arrive. Non, ouais, non, mais pour, ça arrive. Bah, il y en a et tout. On pensait même le sortir en vinyle, ouais, tu sais, bah le ouais. sortir en vinyle en mode, Moi, je trouve toujours que voilà, des Lost musiques Tapes, qui quoi. dorment comme ça, c'est un peu triste. Je me dis si elles sont, enfin, s'ils sont là, qu'ils sont prêts, même parfois peut-être faire des petites capsules ou, enfin voilà, je me dis Ah est-ce ouais, mais que, c'est un album complet. Enfin, je crois que c'est un petit album, c'est un EP, quoi. ouais, Mais, ouais, je sais pas, à voir, à suivre alors. Ah ouais, on verra, mais c'est Ouais. pas ma priorité. Après, c'est vrai que ça m'a permis aussi d'analyser aussi les casquettes de l'artiste entrepreneur et de voir chez les artistes avec qui je travaille Mhm. aussi cette réalité-là. Si tu veux, c'est intéressant de la confronter au moment où tu travailles avec eux sur scène pour leur dire, écoute, là maintenant on est dans la dimension plaisir, la dimension stratège, machin que tu appliques Mhm. À tes à réseaux, ton quoi. projet, Ouais. ouais, pour les réseaux sociaux, pour les rencontres, pour le réseautage, etc. C'est Mhm. ailleurs. Sur la scène, c'est autre chose Mhm. qu'on va chercher. Et c'est bien parce que quelque part, l'artiste est aussi, ce qui est important dans le coaching scénique, c'est que l'artiste, il comprenne que je suis à l'écoute de ses doutes, que Mhm. je les connais et que, tu vois, on peut avoir une conversation autour de ça et très vite un peu Sans s'en détacher. détacher Ouais, ouais. sur le moment qu'on partage en scène. Mhm. Pour que lui, il se dise, quand je suis sur scène, c'est ma relation avec le public, ma relation à la musique, c'est pur. Ouais. Tu vois? Ouais, ouais. Et du coup, Voilà. la centrale dans ce parcours, elle arrive, la centrale son, pardon, elle arrive quand plus ou moins dans ce parcours? Eh ben, Quand elle est-ce arrive que... au moment, si tu veux, où je te dis déjà, à partir de 2002, 2003, ouais, Mhm. 2003, 2004, on fonde Spray Canards avec Mikos, Michael Nicolai, avec qui, bah, ici, on a construit
tout ce bâtiment de la centrale, où on a donc 2 studios d'enregistrement, une salle de showcase, une galerie d'exposition, des bureaux et des ateliers pour artistes. Voilà. Eh ben, on crée cette ASBL justement pour faire ces ateliers, ces workshops qu'on fait avec différentes institutions, par exemple des écoles ou des maisons de jeunes, des trucs comme ça. Et puis on grandit très vite parce que on pilote un projet de street art sur la ville de Liège. On compte plus d'une centaine de fresques réalisées maintenant sur l'espace de la ville de Liège avec des artistes belges mais aussi internationaux. Et en fait, ça grandit, ça se construit en parallèle de mon histoire avec Starflame, quoi. En fait, tu vois. Et oui, mais toujours le lien avec le graffiti en plus. Donc, c'est ça, il y a toujours. Il y a comme un fil conducteur quelque part dans tout ton petit parcours. Bah ouais. Et ça reste justement le 100% urbain, en fait. C'est comme je te dis, je suis tombé dedans, là, dans la marmite à ce moment-là. Et j'ai pas. Voilà, ouais. Depuis, c'est ton jacuzzi. Ouais, je profite dedans et j'essaye d'évoluer toujours là-dedans, quoi. Ok. Et du coup, j'avais aussi une autre petite question par rapport justement à ce titre d'artiste entrepreneur qui parfois peut être très très compliqué. Une question que je me posais, c'était est-ce que selon toi, c'est quelque chose qui a toujours existé, donc même dans tes débuts, ou c'est quelque chose qui est arrivé avec les nouvelles exigences de l'artiste d'aujourd'hui? Bah, disons qu'avant, il y avait un besoin d'un manager quand on était dans une filière professionnelle très vite. Et en fait, pour atteindre la filière professionnelle, il y avait des maisons de disques, des labels qui te prenaient et tout de suite t'offraient un cadre pro pour te développer vers le public. Maintenant, les maisons de disques, c'est complètement l'inverse. Ils attendent que tu aies constitué ton cadre pro qui te permet d'avoir déjà un public, d'être connu, pour après te prendre et te permettre d'agrandir un peu tout ça, de te donner des avances confortables que eux vont récupérer évidemment parce qu'ils ont une garantie de récupérer, parce que tu as déjà fait le taf. Bref, tu es obligé de faire le taf. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment propre à aujourd'hui, alors finalement. Aujourd'hui, vu qu'il y a une démocratisation et un accès direct des artistes au marché. Avant, il n'y avait pas un accès vraiment direct. Il y a toujours eu un réseau, surtout dans le rock, dans le punk, un réseau qui était, si tu veux, direct avec le public et des petites structures, etc. dans l'underground, quoi, tu vois. Mais à l'heure actuelle, on est sur un artiste qui a un peu de talent, un peu de matos, est capable, bon, ça c'est un peu toujours le conte de fées, est capable d'exploser grâce à Internet, en fait, tu vois. Il suffit de tomber sur une bonne personne qui va flasher sur toi et va partager, et hop, et tu peux grandir, quoi. Mais ça arrive de moins en moins, c'est sûr, mais c'est tellement concurrentiel que évidemment il y a un besoin d'avoir très vite des gens fiables, compétents, qui vont encadrer l'artiste et le mettre dans des conditions d'exposition qui vont lui permettre de grandir, qui vont lui permettre d'atteindre le public et de pouvoir se faire connaître, quoi. Ouais, non, clairement. Bah oui, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, en fait, on va dire que moi, je comprends un peu cette lecture dans le sens où avant, tu avais tout ce travail musical que tu allais faire et puis finalement, tu te faisais signer par une maison de disques et là, tu étais vraiment juste dans la concentration musicale uniquement. Enfin, même beaucoup d'artistes qu'on a suivis étant jeunes, en vrai, c'est surtout Johnny Hallyday, c'est des interprètes principalement. Et puis après, tu avais tout l'écosystème derrière. Que c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà avec le fait que le beatmaking se soit complètement démocratisé avec le home studio et tout ça, j'ai la sensation que en fait, aujourd'hui, c'est inévitable, en fait. Un artiste qui n'est pas un minimum influenceur, ou un minimum créateur de contenu, ou alors, beatmaker ou producteur qui peut, en tout cas, développer une autre économie que juste l'artistique et l'interprétation. J'ai l'impression que, c'est plus compliqué aujourd'hui. C'est un outil qui prend la tête, mais c'est un outil, quoi. Je veux dire, les réseaux sociaux. Après, c'est vrai de jouer le jeu, de se donner tout le temps un spectacle comme ça. Finalement, avant, c'était juste réservé au concert. Maintenant, c'est dans tous les jours, c'est dans la poche de tout le monde. Et en fait, quelque part aussi, c'est un moyen de faire du RP, quoi. C'est un moyen d'avoir ta propre chaîne, comme avant, on avait une chaîne de télé au XXe siècle. Et des fois, c'était galère pour y passer. Maintenant, tout le monde est capable de générer un contenu et d'expliquer ce qu'il fait, quoi, quelque part, tu vois. Et je pense que ça affecte beaucoup de créateurs de musique, d'artistes musicaux, qui doivent se transformer en créateurs de contenu. Et des fois, t'as pas envie, et c'est chiant. Il y a toute ce monde algorithmique aussi qui te met la pression, qui fait que si tu sors pas assez,
C'était pas de chansons régulier. en stream, si t'es pas assez régulier, l'algorithme t'oublie un peu, etc. Mais par contre, il y a aussi, si tu veux, je crois que de plus en plus, on est sur un marché où les niches sont de plus en plus importantes et de plus en plus aussi grandes et permettent à des artistes à avoir une relation, pour parler en termes marketing, direct to consumer, D2C, et de pouvoir se dire, OK, ma prochaine sortie, les gars, je sors 300 vinyles. Qui est chaud de précommander les 300 vinyles. Et là, le gars, il se fait une marge, je sais pas, un point 3 comme dans l'Oreca ou je sais pas quoi. Et il se dit quand même, bah cool, il a quand même gagné ses sous, tu vois. Plus que si, enfin, je veux dire, l'équivalent de ce qu'il va gagner en direct to consumer, s'il devait le gagner en streaming ou en vue YouTube, le travail, si tu veux, de promotion, d'être tout le temps au taquet, et puis le temps que ça prend. Et avant même le d'arriver stream, à finalement, ça, c'est pas non plus très, c'est pas encore très équilibré en termes de répartition. c'est tellement Voilà. maigre. Tu vois, C'est ça. ça Et lui ça aurait reste pris encore plein de très temps, quoi. mystifié, je trouve, encore aujourd'hui, mais ouais. Donc il y a moyen d'avoir une relation directe avec les gens aussi. C'est comme ça aussi qu'il faut le prendre. En fait, il faut pas faire la chasse aux 10K. Il faut peut-être même avoir 1000 followers. Mais si tu en as 400 qui sont hyper actifs, qui sont en bloc sur toi, ou 300 ou même 200, tu peux générer quelque chose qui fait que t'as un bon écho. Alors ouais, pour l'ego, c'est vrai qu'on préfère avoir 1 million que d'avoir 1000 écoutes. C'est clair, tu vois. Ouais, mais tout le monde veut faire les stades. C'est ça. Mais si à un moment donné, tu vois, sur un an, tu progresses, mais tu as des gens qui sont fidèles, qui aiment et qui viennent à tes concerts, qui achètent ton merchandising, qui te supportent en fait, et que tu as une communication dans ce sens-là aussi, où tu leur dis, c'est grâce à vous, franchement, continuez de me donner de la force comme ça et tout, ça fait grave plaisir. Bah, c'est cool aussi pour un artiste de se dire, bah ouais, je continue là-dedans, quoi. Tu vois, je continue. C'est pour ça qu'il faut, l'artiste entrepreneur aussi, je pense qu'il faut être capable de faire des bilans assez souvent. C'est-à-dire, pour ne pas être dans le défaut que je vois, c'est se projeter à trop long terme. C'est-à-dire attendre que ça pète. J'attends que ça pète, mais tu sais pas quand. En fait, il faut pas attendre que ça pète. Je pense qu'il faut se donner des petits objectifs en termes de visibilité, de développement, d'économie. Tiens, combien est-ce que j'ai investi? En combien de temps est-ce que je peux récupérer ça? Tu vois, être sur des calculs comme ça, un peu comptables, mais qui te permettent, si tu veux, c'est comme dans la vie. Quand tu dois aller faire tes courses, tu sais bien qu'il y a des mois où tu vas te dire, je peux me permettre d'aller 3 fois au resto. Et il y a des mois où tu vas dire, ah non, parce que je préfère acheter ceci, ou j'ai besoin de ça, ou j'ai pas de thunes. C'est pareil avec le truc de la musique. Ça n'empêche pas de créer. Je parle juste en termes de visibilité, d'investissement. Et la création de la communauté et tout. Et après, franchement, j'entends tout à fait, mais je trouve quand même encore que c'est quelque chose de pas seulement évident, parce que c'est aussi demander à l'artiste de prendre une casquette commerciale. Et donc, c'est là aussi où, voilà, moi, la première, par exemple, où, parfois, ça peut être très compliqué de prendre également cette casquette commerciale en tant qu'artiste, et même vis-à-vis des interlocuteurs, par exemple. Donc, comment est-ce que, je sais pas quel type, par exemple, tu pourrais donner moi, je trouve qu'il faut pas oublier que les artistes, à l'heure actuelle, sont surtout des artisans. Et c'est une mentalité d'artisan qu'il faut avoir. Un artisan, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire. C'est quelqu'un qui va émettre beaucoup de cœur dans ce qu'il fait, qui va faire des petits objets ou quoi. C'est pas de la manufacture, c'est pas pour prendre comme Obi-Wan, c'est pas du fast-food, quoi. C'est pas un truc fait à la chaîne. C'est un truc, chaque chanson est unique. C'est un truc que tu as taillé comme un artisan, comme un joaillier, comme un bijoutier. Et ça a une valeur. Et si tu ne mets pas de valeur dans ce que tu fais, alors appelons ça une valeur marchande. À un moment donné, tu vois, je pense que tu te coupes d'une réalité. C'est-à-dire que tu as le droit de vendre ce que tu as fait. C'est le droit. Et c'est des questions qui, je pense, moi, je viens d'Amérique du Sud, cette culture, elle vient des États-Unis. Tu vois, les gens, ils se posent même pas la question. J'en parlais tout à l'heure. Il y a une fenêtre, il y a une encoche dans une porte qui te permet d'avoir un espoir de vendre ta musique, les quinries, ils y vont. Entre ça, ou vendre de la cam, parce que t'as pas de pognon, faire des conneries. Tu vois ce que je veux dire? Dans un système ultra-libéral, et on vient dans des sociétés ultra-libérales ici aussi,
si à un moment donné, valoriser ton savoir-faire, quelque chose de positif, de cool que tu fais, et avoir l'envie de se dire, ah non, moi je suis pas attaché, j'ai pas envie de vendre mes trucs. Je trouve que là, c'est assez hypocrite en fait. Parce que tu te coupes vraiment d'un truc qui est normal, naturel, et qui, sans doute, si tu te mets à la place d'autres personnes, seraient très heureuses d'avoir le talent que tu as et de pouvoir le faire. De pouvoir retirer quelque chose. Clairement, je comprends. Et je pense que Tu on vois. doit aussi un peu se pousser, enfin les artistes justement à passer cette porte et. Moi, mon père, il était musicien, musique classique, tu vois, c'est un truc super exigeant, c'est un truc de, je déteste même cette mentalité qu'ils avaient dedans. Mais pour moi, faire de la musique, ça a toujours été un truc de travail, d'argent. C'est normal, tu vois. Sans se dire, je parle pas de, moi je m'en fous de chaînes en or, de bagnoles, de luxe, de porter des marques de luxe, ça je m'en fous. Mais avoir de l'argent parce que tu as fait quelque chose et tu as vendu quelque chose à quelqu'un qui vient de toi, comme un artisan, je trouve ça normal. Mais c'est une belle métaphore, hein. Vraiment j'aime beaucoup cette métaphore finalement de se revoir comme artisan et non plus forcément comme commercial de contenu, enfin vendeur de contenu en fait. Parce qu'aujourd'hui, parfois, je trouve qu'il y a cette limite qui devient de plus en plus fine. Mais j'aime bien cette métaphore de replacer l'artiste comme un artisan. Et du coup, je continue dans une petite question. Parce que du coup, il y a eu... j'embraye d'abord sur la question. Donc, c'est plutôt de voir finalement, toi, aujourd'hui, quelles sont tes ambitions pour la culture urbaine, pour le futur de la culture rap en Belgique. Mais avant que tu puisses te répondre à cette question, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le documentaire, du coup, qui avait été réalisé. Donc, une belge d'histoire du rap. Et finalement, partir de ce documentaire-là pour voir quel héritage on peut continuer à laisser. Ou en tout cas, est-ce que finalement, il y a moyen de faire un lien entre tes ambitions aujourd'hui dans la culture et ce documentaire voilà. Le documentaire, je trouve que c'était bien, c'était nécessaire qu'il y ait quelque chose qui laisse une trace comme ça d'un contexte que moi j'ai traversé personnellement, que d'autres ont traversé, ont œuvré pour mettre en place. Et puis, je pense que Internet, ça a changé énormément les choses. Ça permet tu vois, on dit qu'on peut retrouver depuis, tu vois, le Facebook ou des trucs comme ça. Tout le monde laisse une trace, en fait, sur Internet. On peut retrouver des images de toi, je sais pas moi, il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu vois. Skyblog. Tu vois, bêtement, j'étais à tel concert, tel truc. Mais, nous, l'époque dont on parle dans Timeline principalement, ça n'existait pas. Donc c'est des archives télé, il fallait passer à la télé, il fallait avoir un certain, comment dirais-je, une certaine reconnaissance aussi qui te permettent d'accéder à ces médias-là qui ont laissé une trace. On a Sonuma, tout ça qui donne des archives. Et donc c'était bien qu'il y ait ce contexte-là pour cette génération qui est habituée, elle, à avoir accès à tout, de pouvoir un peu découvrir ce monde-là. Et des gens qui ont été là et qui ont tissé un truc qui est devenu totalement autre chose maintenant. À certains endroits, en tout cas pour la musique. C'est devenu autre chose. C'est d'autres ambitions, c'est d'autres délires, c'est pas de la revendication, c'est d'autres références, tu vois, c'est d'autres inspirations musicales, c'est d'autres techniques, c'est d'autres évolutions. C'est ça, puis il y a même peut-être plus d'ouverture, je pense aussi, via Internet, c'est que en termes d'influence aujourd'hui, on peut tout autant être influencé par la musique coréenne dans sa musique, la musique rock, la musique afro, la musique latino, partir même parfois dans la musique plus scandinave et puis revenir sur du rap français. Nous, on l'était tout autant, mais par contre, c'était utilisé pour se retrouver dans une seule esthétique qui était celle du hip-hop de ce moment-là. Et maintenant, c'est ouvert, quoi. Il y a vraiment plein de sous-genres qui se sont créés, que ce soit drill, trap, UK garage, hip-hop, boom bap, drumless. Enfin, tu vois, t'as beaucoup de catégories maintenant musicales, beaucoup de genres différents autour de ce qui était le noyau central du hip-hop, quoi, que c'est ouvert, quoi. Et donc, c'est bien d'avoir justement un peu ces témoignages-là qui amènent cette perspective. Pour certains, ils vont trouver ça marrant, ils vont trouver ça instructif. Pour d'autres, ils vont trouver ça révoltant de ne pas être dedans, etc. Enfin, c'était compliqué quand même de mettre après tout ça, le tu monde. peux pas, et comme je te dis, l'accès... On parle de 10 ans aussi d'activité artistique à mettre dans un documentaire de... et puis l'accès aux images est assez limité. Tu vois, c'est assez limité.
il y a ça. Mais ce truc a eu le mérite, en fait, de refaire parler Mhm. de ce temps-là, de refaire parler de cette énergie-là, de la culture hip-hop. Mhm. Tu vois, il y a beaucoup, à l'heure actuelle, on est fort sur un espèce de courant musical. Et le hip-hop, finalement, représente beaucoup d'entités, mais c'est bien de revenir au noyau Ouais, central, c'est quoi, ça, qui ouais. était tissé. Et nous, voilà, on a notre petite histoire du rap belge qui est bien sympa, Disponible qui est d'ailleurs. bien sympa. Franchement, Et qui ouais. est même bien réalisé au final, Ah hein. non, ça, le Franchement, documentaire, je ouais. dis, ouais, il est là, mais nous, c'est bien sympa parce que tu vois, c'est un truc, t'as l'impression que c'est une petite bande de Gaulois, Ouais. tu vois, qui sont là, dans leur coin. Ouais, C'est par ouais. rapport tu vois, à l'histoire du rap en France, si on Mhm. s'intéresse même à d'autres courants, à l'histoire du hip-hop aux Ouais, États-Unis, ouais. c'est une belle petite histoire, nous, Ouais, c'est ouais, sympa, ouais, tu je vois, vois ce que je veux dire, ouais. c'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est cool, ça met en perspective. Et sur, l'évolution du rap maintenant, bah, j'ai l'impression qu'il y a quand même des espèces de bascules. Il y a eu la bascule de 2015 qui a Ouais. amené toute une génération et Bruxelles qui, arrive, tu vois, par rapport, je lisais ouais. un document sur le rap suisse Mhm. qui a vraiment du mal à s'imposer. Mhm. Même en dehors mais même chez eux, hein, Ouais. et en dehors. Le rap belge, nous, on a passé un cap. On est quand même beaucoup plus accepté Mhm. Oui, et sur puis le même, marché francophone, il y tu a une vois. touche artistique belge aujourd'hui, enfin, dans le Ouais, rap, hein, il y a quelque vraiment. chose qui s'est Ouais, passé, qui a ouais, ouais. il y a une frontière qui a volé en éclats. Sur les Suisses, c'est encore là, c'est encore Mhm. cette barrière existe encore. Et pourtant, ils sont C'est hyper assez actifs, hein. compliqué. En tout cas, en Ouais, termes bah ouais. d'événements, ils sont grave, justement dans les open mic, dans les petits concerts et ça et tout. Mais c'est vrai qu'en termes de rappeurs suisses, j'ai pas beaucoup de refs, même moi. Enfin, Il y comme a tout ça. ce qui était tout ce qui est Extreme Boys, Slimka, Ok, oui, Dimé, oui, c'est ça. Ouais, Varnish la ouais, ouais, piscine, ouais, ouais. tous des gars comme ça. Mais tu vois, je pense statistiquement, étant donné qu'on parle 3 langues dans leur pays, le rap en français Ouais, touche, je pense, 16% de la population. ouais, ouais. Puis encore moins que nous, parce que même nous, C'est hein, l'équivalent d'un, je sais pas moi, d'un arrondissement de Paris ou deux ouais. arrondissements de Paris. Enfin, Mhm, c'est petit, quoi. mhm, Et donc, ils viennent sur le marché, etc., français, et c'est compliqué pour eux de s'imposer. Mais par contre, c'est hyper qualitatif. Le rap belge est aussi imposé, est hyper qualitatif, et a réussi à exploser ce premier plafond de verre. mhm, Donc, maintenant, la génération de 2025, je pense qu'elle arrive maintenant, et ça va se construire sur des nouvelles pépites qui vont vraiment confirmer maintenant. mhm. Et atteindre ce marché-là, parce on parle d'un marché francophone qui s'est globalisé aussi, que Ouais. c'est très grand. Ouais, parce que maintenant, les Canadiens et tout, ils arrivent à repérer les artistes français, les artistes Tout à fait, belges. même les Canadiens, tu Ouais, vois, ouais. c'est marrant parce que c'est à travers les Belges. Quand Ouais, tu de vois ouf. sur Aïe et Finzerbe, l'influence que ça a de ramener des Nima, Ouais. de ramener Roy Enoch, Mhm. il y a eu Roger aussi OJ, qui est ouais, ouais, passé, juste, tu ouais, vois. ouais, ouais. Bref, tu vois, il y a une espèce de connexion comme ça qui montre bien que le rap francophone, en fait, Ouais, c'est ça francophone. Ouais, existe, ouais, c'est ouais. francophone, le Mhm, marché est francophone. Et donc, je pense que la nouvelle génération, elle va s'imposer aussi en Belgique, mhm. maintenant, en fait. Ouais. Il y a toujours un gap d'une dizaine d'années, Mhm. tu vois. Et alors, on va voir, quoi. Ouais, On bah va super. voir. Et du coup, pour la Centrale Son, c'est quoi de ses ambitions pour la culture Ah ben justement, c'est trouver ces pépites-là, les accompagner au mieux, Mhm, leur donner le bagage nécessaire, la connaissance nécessaire, la confiance nécessaire, et travailler sur du réseau. C'est pour ça, moi, je travaille beaucoup avec la France, mhm, notamment avec la ville de Lille, le Flow, avec mhm, lequel on monte des programmes, des échanges, on fait jouer des artistes ici, on envoie là-bas, parce mhm. que je suis persuadé qu'il y ait une porte ouverte comme ça sur le marché français, en passant par le Nord, par Lille. Bah, c'est déjà Ouais, un super premier pas, quoi, tu vois. ouais, ouais. Et puis je pense que, enfin, il y a rien à faire. La France, ça reste, enfin là, ça reste un pays quand même axé sur eux-mêmes. Donc à partir du moment où il se passe quelque chose, il y a une mouvance à Lille. Bien sûr que Paris sera au courant à un moment donné, et bien sûr, enfin, je pense que ça va faire crescendo en fait. À Ah partir oui, du moment où, certainement, certainement. Mais moi, où- je me dis que c'est intéressant parce que c'est chaque fois mettre les artistes aussi dans des nouvelles dynamiques, sur aussi des lieux et avec des gens qui ont bah, la bienveillance, la connaissance, le professionnalisme Mhm, nécessaire que pour pouvoir donner à ces artistes-là ben, quelque chose de précieux, c'est-à-dire une ouverture sur un autre pays, mais une ouverture aussi sur une façon de travailler, mhm. sur des métiers, de la musique. On apprend toujours plein de choses comme ça, par l'échange, par la rencontre.
le voyage, Ouais. il n'y a rien à faire. Et Même même si l'ouverture c'est à un public, une ouverture à un autre public plus public, grand, ouais, ouais, etc. Et c'est participer au développement de ce marché francophone global, ouais. tu vois. Et donc, c'est C'est ça notre- la mission de la centrale Ouais, c'est ça. aujourd'hui. Et de travailler sur plein de projets qui mettent en lumière des artistes ici à Liège aussi, sur Liège, continuer la distribution, travailler de plus en plus à essayer d'être dans les bonnes playlists, tu vois, on grandit comme ça, et puis de faire de l'accompagnement de projet, pas du management, mais plutôt du management de projet. Ouais. Donc ça veut dire travailler sur la sortie d'un EP, aider sur le marketing, trouver des idées créatives, offrir des moyens pour pouvoir aussi enregistrer des choses comme ici, travailler dans la salle, répéter, faire du coaching scénique ou répéter en autonomie pour pouvoir enregistrer. Voilà, c'est toujours continuer à être un outil ici pour les artistes émergents. Ok, bah en tout cas, je te remercie. Peut-être l'album, on verra. Peut-être je vais peut-être le leaker. Peut-être tu vas le leak en cachette. Voilà, vous aurez eu la grosse exclue. Mais en tout cas, je te remercie pour cet échange. C'était hyper instructif et hyper intéressant. Merci de l'invite. Bah, franchement, plaisir. Et donc, comme je vous expliquais, donc Link Up, l'idée, c'est de retracer les histoires de personnes inspirantes. Parce que comme je disais, derrière chaque création, il y a souvent une très belle histoire à raconter. Donc, j'espère que le format vous a plu. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Au revoir. Au revoir.